Dans les forêts et les montagnes d'Europe, c'est le grand retour de l'ours brun. Chassé pendant des siècles et exterminé presque partout, ce grand mammifère sauvage a été réintroduit dans les Pyrénées et dans le Trentin au nord de l'Italie. Scientifiques et institutions publiques travaillent main dans la main pour soutenir le réensauvagement, un projet environnemental lancé par l'Union européenne. Une nécessité urgente, car la biodiversité est en péril dans le monde entier. Est-ce qu'on pense notre bien-être immédiat ou bien est-ce qu'on pense aussi la possibilité de laisser continuer évoluer les formes de vie qui nous entourent, de leur redonner une chance? Les ours reviennent en Europe. Je pense que maintenant c'est à nous d'apprendre à vivre avec eux. Cohabiter prend du temps. On ne peut pas juste relâcher des ours et dire aux gens tout va bien se passer. L'amitié entre les ours et les humains n'a jamais été naturelle. Pouvons-nous néanmoins espérer de bonnes relations de voisinage ? En 1992, l'Union européenne adopte la directive Habitat. Son objectif est de favoriser la biodiversité et d'endiguer le déclin des habitats naturels. Depuis, tous les États membres ont une législation environnementale commune. Désormais, les grands animaux emblématiques de la mégafaune européenne sont des espèces protégées. C'est le cas de l'ours, qui ne trouve quasiment plus de vastes territoires qui constituent son habitat idéal. Depuis les débuts de l'industrialisation il y a 200 ans, nous vivons dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, une période où l'être humain exerce une influence déterminante sur les facteurs environnementaux. Pourtant, la chasse aux grands carnivores remonte à bien plus longtemps, quand l'agriculture et l'élevage se sont développés. Cette question du conflit avec les grands carnivores, elle est ancienne. On peut probablement la dater avec la transition néolithique donc qui en Europe amène de 8000 à 7000 ans à peu près dans nos régions des populations nouvelles qui arrivent de la zone d'Europe centrale et d'Asie centrale, et aussi des animaux qui sont amenés avec eux, donc ces animaux d'élevage. Et la construction de nos sociétés a entraîné des conflits qui, au cours des siècles, ont cristallisé en quelque sorte la destruction de ces espèces de grands carnivores. Il ne reste aujourd'hui en Europe qu'une dizaine de groupes d'ours bruns répartis dans 22 pays, ce qui représente environ 17 000 animaux. Ces populations sont divisées en deux familles génétiquement distinctes, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. C'est le cas depuis 850 000 ans. Selon l'âge et la saison, les ours des deux familles présentent des différences notables. Dans le Trentin, au nord de l'Italie, on compte entre 52 et 63 ours. Les ursidés sont de retour dans cette région transalpine depuis une bonne vingtaine d'années, comme dans les Pyrénées, où leur population s'élève à environ 40 individus. En France, leur réintroduction donne lieu à de violentes controverses. En octobre 2018, quand deux ours slovènes sont héliportés dans les Pyrénées, des opposants au projet bloquent l'accès à la vallée. Cette période inhabituelle, quelques semaines avant l'hibernation, a été choisie pour limiter les conflits avec les éleveurs. Comme leurs troupeaux ont quitté les pâturages dès la fin de l'été, cela réduit le risque d'attaque de leurs bêtes. À peine 3 semaines plus tard, un des deux ours slovènes a pu être filmé. L'Office français pour la biodiversité est responsable de la réintroduction, de la protection et du suivi scientifique des ours.
Donc là, c'est des poils qui vont nous servir et qu'on va collecter, et qui vont nous servir donc pour les analyses génétiques et nous permettre de savoir quel est l'individu qui s'est frotté à cet arbre. En fait, là, on a des arbres qui sont frottés spontanément par les ours. Pour eux, c'est quelque chose qui leur permet de communiquer entre eux. Le retour des ours met la tolérance de la population à rude épreuve. Sommes-nous prêts à restituer un territoire aux plus grands prédateurs d'Europe, alors qu'ils pourraient concurrencer directement nos activités économiques? Pour faciliter l'observation, les deux agents appâtent les ours avec cette substance aromatique. Ils espèrent ainsi obtenir des informations sur l'évolution de la population d'ursidés. C'est en 1996 que les premiers ours slovènes sont réintroduits dans les Pyrénées. L'espèce avait alors quasiment disparu. Cannelle, la dernière ours de souche pyrénéenne, est abattue par un chasseur en 2004. Plusieurs critères en fait, ont été pris en compte pour la sélection des ours réintroduits en France. Le premier, c'était en fait leur degré d'apparentement par rapport aux ours pyrénéens, à savoir quelle était la population la plus proche, mais aussi par rapport à leur habitat. La population slovène avait une diversité génétique relativement proche des Pyrénées. Et puis donc au niveau de leur milieu de vie, le milieu, même si la topographie n'est pas tout à fait la même, la végétation et la nourriture de base des ours slovènes étaient similaires de celles des Pyrénées. Dans le cadre de leur étude, les agents de l'Office français pour la biodiversité, l'OFB, interviennent le moins possible sur le terrain. Les caméras de surveillance sont le meilleur moyen d'observer les ours sans les perturber. L'ours a-t-il une chance de survivre dans les Pyrénées alors qu'il constitue une menace pour les troupeaux? Comment faire pour que la population accepte sa présence? La Slovénie est un modèle en matière de réintroduction. Ce petit pays d'Europe centrale est recouvert à 60% de forêt. Les ours de cette région évoluent sur un territoire très vaste, englobant le massif du Pinde dans le nord de la Grèce et les Alpes dinariques dans les Balkans. Au début du XXe siècle, la population des ours en Slovénie ne comprenait plus qu'une petite quarantaine d'individus. Pour enrayer cette extinction, le gouvernement met en place dès 1931 un programme de protection de l'espèce. L'initiative porte ses fruits. Les ours font un retour en force. Ainsi, en 1998, on comptait dans le pays plus de 400 ours et presque 1 millier aujourd'hui. Tous les individus réintroduits en France depuis 1996 sont originaires de Slovénie. À l'automne 2018, une équipe de l'OFB se rend sur place. Les autorités slovènes ont sélectionné 2 femelles qui vont être examinées par les vétérinaires français. Après un test génétique, l'équipe procède à un contrôle de routine pour déceler d'éventuelles maladies. Je vais allumer l'oxymètre, je vais rallumer un peu, je reprends toutes les constantes et je te dis. Si on est en dessous de 39, t'as pas besoin de nous alarmer. Ça marche. L'une des femelles est alors enceinte de 2 oursons. Leur transfert en France prendra 1 jour et demi. Pour tranquilliser les ours, les vétérinaires leur donnent un calmant. Le parc national des Hautes-Tatras est situé à la frontière entre la Pologne et la Slovaquie. Il accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs et abrite une cinquantaine des 150 ours bruns comptabilisés dans la région.
Des scientifiques de l'université de Cracovie s'intéressent particulièrement à la fonction écologique des ours et à leur impact sur l'écosystème. En Europe, les ursidés font partie des rares grands animaux sauvages de la mégafaune à se nourrir aussi de plantes. Ils ont donc une influence directe sur la densité de la végétation et la structure du paysage. Les ours bruns jouent un rôle important car ils disséminent les graines des plantes. La mégafaune est aujourd'hui très réduite en Europe et les ours sont capables de manger d'énormes quantités de fruits pendant l'automne, au moment où ils préparent leur hibernation. On pense donc que la présence de certaines plantes est liée à celle des ours. Avec l'été, les ours retrouvent leurs fruits préférés, les myrtilles. Ils peuvent passer des journées à dévorer méthodiquement toutes les baies d'un endroit. Les ours en profitent, certes, mais les myrtilles aussi. Une symbiose parfaite. Ces plantes ont besoin des ours bruns pour être dispersées. Les graines germent beaucoup mieux après avoir été ingérées par un ours parce qu'il les dépose avec ses crottes dans des endroits propices et nouveaux. Les ours jouent également ce rôle de disséminateur dans d'autres parties du globe. En Alaska, par exemple, ils se nourrissent de saumons qu'ils capturent dans les rivières, mais qu'ils mangent dans les forêts. Les carcasses de poissons se transforment en engrais naturels qui fournit aux arbres 80% de leurs besoins en azote. À l'aide d'un détecteur de métaux, les deux chercheuses retrouvent une parcelle qu'elles avaient repérée quelques semaines plus tôt. Plusieurs plants de myrtilles ont effectivement grandi dans les excréments des ours. Tout comme les oiseaux, les ursidés participent à la dissémination des graines. Pour les ours, les myrtilles sont bénéfiques parce qu'elles leur permettent d'emmagasiner le sucre dont ils auront besoin pendant leur hibernation. Plus ils en mangent, mieux ils se portent. Il semblerait aussi que les baies augmenteraient la fertilité des femelles. Les scientifiques disent de l'ours qu'il est une espèce parapluie. Ayant besoin d'un vaste territoire, les ursidés protègent tout un cortège d'autres espèces animales et végétales. Un peu comme un parapluie protège de la pluie. Les ours bruns jouent aussi un rôle important en tant que charognards. Au début du printemps, quand ils sortent de leur hibernation, la forêt est pleine de cadavres d'animaux morts de causes naturelles ou attaqués par des loups. En mangeant ces animaux, très souvent des ongulés, les ours nettoient la forêt. L'élimination des cadavres limite aussi les risques de propagation de maladies. Le territoire d'un ours couvre en moyenne une superficie de 350 km². Les mâles parcourent environ 8 à 10 km par jour. C'est la seule manière pour eux de trouver une femelle qui soit génétiquement assez éloignée et éviter les risques de consanguinité. Au début du mois de mai, les femelles en chaleur se frottent aux arbres sur lesquels elles laissent leur odeur pour attirer les mâles. L'effet ne se fait guère attendre. C'est la saison des amours. Et l'heure des premiers rendez-vous galants. Ce mâle fait preuve de patience pour séduire sa partenaire, mais un intrus vient troubler leur intimité. C'est un autre mâle, plus grand et plus âgé, qui compte bien s'imposer. Il n'en faut pas plus pour voir déguerpir le jeune mâle, peu enclin à se mettre en danger pour défendre sa conquête. Le rival s'avance, sûr d'avoir déjà gagné la partie. Il sort le grand jeu,
se comportent de manière très dominante. Mais la femelle ne se montre ni impressionnée ni intéressée. À son tour, le deuxième mâle lève le camp. Une fois sûre que la voie est libre, la femelle va rejoindre son premier prétendant. L'ours est un animal solitaire. Les couples ne restent ensemble que quelques semaines pendant la période de reproduction. À la fin de cette période, les mâles quittent les femelles. Elles donneront naissance aux petits à la fin de l'hiver et les élèveront seules pendant 2 ans à 2 ans et demi. Retour dans les Pyrénées. Ici, la réintroduction de l'ours brun a entraîné d'âpres disputes entre éleveurs et défenseurs de la nature. Chaque année, des troupeaux de bétail sont attaqués. Si la responsabilité des ours est avérée, l'État paie une compensation aux éleveurs. Là encore, ce sont les membres de l'Office français pour la biodiversité qui sont chargés d'enquêter sur les causes des décès. Alors là, on va essayer de regarder sur la face interne et externe de la peau s'il y a éventuellement la présence de sang. On va regarder si cette présence de sang est en réciprocité de perforation. Et si c'est le cas, on aura autour de la perforation des petits hématomes qui se seront formés consécutivement au choc du croc perçant le pelage. Si on a cet indice de présence sur le pelage, on peut acter que cet animal n'est pas mort d'autre chose que d'une action de prédation, c'est-à-dire qu'elle était vivante et qu'elle a été mordue et consommée par derrière. Le nombre d'attaques de moutons s'est multiplié ces dernières années dans les Pyrénées. Le conflit avec les éleveurs s'envenime. Un ours à proximité d'un pâturage représente un danger mortel pour le bétail. Jean-Pierre Mirouz est éleveur en haute montagne. En juin 2019, il a perdu 265 moutons. Vraisemblablement apeurés par la présence d'un ours, les bêtes sont tombées d'une falaise. En soutien aux activités pastorales, l'État a pourtant proposé plusieurs mesures de protection des troupeaux. Présence renforcée de bergers, assistance de chiens spécialement dressés, clôture électrique. Mais selon beaucoup d'éleveurs, tout ça ne sert à rien. Vous voyez, dans ce contexte de paysage que nous avons, qui est la réalité du terrain, dans ces secteurs-là, abrupts et tout ça, on peut constater qu'il y a des brebis qui vont packager. Là, il faut les laisser en petits lots. Il faut y aller très prudemment, parce qu'autrement, on préfère dérocher des animaux, avoir des accidents. Comment voulez-vous qu'on protège les animaux face aux prédateurs dans un contexte géographique comme ça ? Les éleveurs peinent à protéger les grands troupeaux dans ce relief accidenté. Où voulez-vous qu'on mette un parc? Où voulez-vous qu'on mette des chiens patous qui pourraient faire l'effet inverse? Le patou voulant protéger les brebis, qui pour lui c'est ses enfants, pourrait faire malheureusement dérocher des animaux sans le vouloir, tout en voulant aller au contact ou essayer plutôt de faire fuir le prédateur. En septembre 2019, 127 brebis sont retrouvées mortes dans les Hautes-Pyrénées. Le même scénario que pour le troupeau de Jean-Pierre Mirouz est envisagé. En 2019, plus de 1200 bêtes sont mortes de cette manière, rien qu'en Ariège. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Les éleveurs sont à bout de nerfs. Ils sont épaulés par plus d'une centaine d'élus ariégeois qui les soutiennent en venant manifester à Toulouse devant la préfecture d'Occitanie. Retrait des ours des Pyrénées
pour que enfin on puisse aménager nos territoires comme nous l'avons toujours fait, économie pastorale, économie touristique, et nous devons préserver nos montagnes. Jean-Pierre Mirouze est lui aussi de la partie en sa qualité de maire de Saint-Beauzeille, une petite commune de l'Ariège. L'État français réagit en prenant des mesures fortes. L'arrêté ministériel de juin prévoit la possibilité pour une personne habilitée et formée de faire peur à l'animal, donc de l'effaroucher pour protéger son troupeau. Il y existe donc deux possibilités, l'effarouchement de premier niveau qui peut être exercé avec des moyens sonores et lumineux par le berger, et ensuite l'effarouchement de deuxième niveau qui lui s'exerce avec des armes à feu qui tirent des munitions non létales, balles en caoutchouc et cartouches à double détonation. Donc une détonation au départ du coup de feu, la cartouche siffle et explose en l'air. Donc c'est pour faire peur et fuir l'animal. François Sarrazin est spécialiste en réintroduction des animaux sauvages. Face à l'extinction massive des espèces dans le monde entier, il essaie d'apporter un autre éclairage au débat. Il y a des changements profonds des représentations des perceptions de la nature dans nos sociétés qui font que ces carnivores, qui sont effectivement source de controverses, de conflits avec certaines activités, pas avec d'autres, hein, c'est essentiellement concentré quand même sur ces activités d'élevage, eh bien, pose très clairement la question de ce que nous, humains, souhaitons être parmi cette biodiversité et parmi les non-humains qui nous entourent, avec tout ce qu'ils nous apportent et tout ce qu'ils peuvent poser comme problème à nos modes de développement, de bien-être. La Roumanie abrite la plus grande population d'ours bruns en Europe centrale. On estime leur nombre à environ 6 ou 7 000 individus, principalement répartis en Transylvanie et dans les Carpates. Les autorités gouvernementales et les associations de chasseurs avancent un chiffre nettement plus élevé, une pratique pointée du doigt par les chercheurs. En effet, surévaluer leur nombre est un moyen détourné de justifier des quotas de chasse plus élevés, déjà fixés en 2019 à 140 ours. Les chasseurs ne sont censés abattre que les individus dits à problème, mais les consignes restent très floues de la part du gouvernement. De nombreux chasseurs d'Europe de l'Ouest viennent en Roumanie pour en profiter. Cette forme de tourisme est très lucrative pour le pays. Contrairement aux Pyrénées, les pâturages des Carpates ne se trouvent pas en haute montagne. Il est donc plus facile pour les éleveurs de rassembler leurs troupeaux. Ceux-ci sont d'ailleurs plus petits qu'en France et n'excèdent pas 200 à 300 bêtes, toutes surveillées par un chien de berger. Le chien des Carpates est une race originaire de Roumanie, particulièrement adaptée pour assurer la protection des troupeaux de moutons. Costel Chirila est éleveur. Durant l'été, lui et sa famille vivent avec le troupeau dans les montagnes des Carpates. Adolescent, il a été attaqué par un ours et grièvement blessé. Il considère pourtant que la cohabitation avec ces grands prédateurs est normale. Son fils l'aide aujourd'hui dans ses activités. Pour protéger le bétail, il dort dans ce cabanon situé juste à côté de l'enclos. Nous avons appris à connaître les prédateurs. J'aime mon métier. Et si nous voulons continuer à vivre ici avec nos bêtes, il n'y a pas 36 solutions. Nous devons prendre sur nous et cohabiter avec les ours. C'est normal. Si nous vivons en ennemis, à un moment donné, il y aura des victimes, soit nous, soit eux. Les moutons de la famille Chirila sont également protégés par une clôture électrique fournie par un organisme roumain de protection de l'environnement. L'étroite collaboration entre éleveurs et défenseurs de la nature est cruciale. Faire accepter aux bergers l'idée que les ours font partie de leur vie l'est tout autant.
Ce n'est qu'ainsi que le biologiste Silviu Chiriac pourra mettre en place des mesures de protection efficaces. Comme nous ne pouvons agir qu'à petite échelle, nous avons lancé des projets pilotes dans les villages où les bergers avaient des problèmes avec les prédateurs. Nous avons sélectionné un éleveur pour chaque zone de notre projet, à l'endroit où les attaques étaient les plus fréquentes. Nous avons ensuite installé des clôtures électriques et fourni des chiens aux bergers. Le but est d'utiliser des méthodes traditionnelles pour faire le moins de dégâts possible. Les bergers pourront alors en parler entre eux et opter pour les mesures de protection qu'ils jugeront les plus efficaces. Quelles sont les autres méthodes pour permettre aux éleveurs et aux ours de cohabiter? Grâce à des subventions de l'Union européenne, on élève ici d'authentiques bergers roumains des Carpates. Les loups et les ours ont toujours causé des dégâts dans les Carpates. Nous voulons convaincre les bergers d'utiliser d'autres races de chiens. Il existe justement en Roumanie une espèce qui s'est très bien adaptée aux conditions de vie de la région. Il s'agit du berger des Carpates. Cette espèce vit ici depuis des milliers d'années et s'est habituée au climat. C'est un chien très calme et équilibré qui peut véritablement aider les éleveurs à réduire les dégâts causés par les loups. Nous essayons donc ici d'élever le plus grand nombre de chiots possible. On les donne gratuitement aux éleveurs pour qu'ils puissent continuer à vivre avec leurs troupeaux dans les Carpates. Les bergers s'engagent de leur côté à céder les chiots nés dans leur exploitation. Le but de l'opération est de mettre en place un réseau de chiens de berger. La légende dit que les ours adorent le miel. C'est bien une réalité et les ruches non protégées sont pour eux des cibles toutes trouvées. Ces images proviennent d'une caméra de surveillance installée dans les Abruzzes, à une centaine de kilomètres de Rome. Cet ours est à la recherche de miel et ce ne sont pas quelques piqûres qui vont lui faire peur. En Slovénie, où on dénombre un millier d'ours, il existe des méthodes de protection très anciennes. Les fondations de ce rucher traditionnel ont été surélevées pour empêcher les ours d'y accéder. À quelques kilomètres de là, on trouve la version moderne de ce rucher surélevé. L'apiculteur y protège aussi ses ruches avec une clôture électrique. Tout le monde ne dispose pas d'installations aussi élaborées, mais les clôtures électriques ont fait leurs preuves. Elles constituent un moyen efficace pour protéger les abeilles. Avec moins de moyens, d'autres apiculteurs ont installé leurs ruches au sommet de barres de fer, trop hautes et trop lisses pour que les ours puissent s'y agripper. J'ai fait clôturer ce rucher avant même d'y rapatrier mes abeilles. Mon ancien rucher se trouvait à Loški Potok, pas loin de la frontière croate. Un ours est arrivé et a tout détruit. Mon chien se trouvait pourtant à 5 mètres des ruches, mais ça n'a servi à rien. Pour cet apiculteur, la cohabitation avec les ours fait partie du quotidien. Il entretient régulièrement sa clôture et vérifie que le courant est réglé entre 6000 et 8000 volts. Même une clôture électrique moins moderne peut faire l'affaire. Les ours ne sont pas un problème si les ruches sont clôturées comme il faut. Moi, je n'ai eu que de bonnes expériences avec les ours. Je n'ai rien contre eux. La pelouse doit toujours être soigneusement entretenue pour ne pas toucher la clôture. Sinon, le courant serait dévié et la tension électrique trop faible. La Slovénie autorise l'abattage des ours dits problématiques.
Nous devons nous débarrasser des individus les plus problématiques. Mais en même temps, il faut aussi comprendre les causes qui les rendent problématiques. Souvent, la raison en est l'accès facilité à la nourriture. En principe, les ursidés sont protégés par le droit européen. Il existe néanmoins quelques exceptions, comme en Slovaquie, en Roumanie et en Slovénie, où un quota de chasse de 160 ours a été fixé en 2019. Leur population devrait ainsi passer de 1000 à 800 individus en 3 ans. En général, les Slovènes font preuve d'une grande tolérance envers les ours. L'idée d'une cohabitation dans un environnement protégé leur plaît. En revanche, ils ne veulent pas que leur nombre augmente. Ils estiment qu'il y en a assez dans le pays. Nous pensons que l'opinion de la population locale est très importante, car à long terme, les ours ne pourront survivre dans la région que si les gens les tolèrent et acceptent de cohabiter avec eux. À l'université de Ljubljana, des chercheurs effectuent des analyses génétiques à partir d'échantillons de poils et d'excréments d'ours. Une méthode qui permet d'identifier chaque animal en particulier. Leur population respective est ensuite calculée grâce à des modèles mathématiques. Nous voulons établir l'identité d'un ours. Pour ce faire, nous créons un génotype à partir d'un échantillon. Nous en extrayons ensuite l'ADN et nous recherchons des marqueurs génétiques, c'est-à-dire de courtes séquences spécifiques d'ADN qui nous permettront d'identifier un animal. Le génotype obtenu est unique. C'est un peu comme des empreintes digitales génétiques. À chaque fois que nous trouverons un échantillon du même animal, nous serons capables de le suivre dans le temps et dans l'espace. Les données sur la structure des populations d'ours permettent de fixer les quotas annuels de chasse afin de préserver l'espèce. Nous reconstituons également l'arbre généalogique des animaux. Nous devons comprendre ce que la mort d'un individu en particulier entraînerait pour l'ensemble de la population d'ours. Les quotas de chasse sont régulés. On ne peut tirer que sur des animaux ayant atteint un certain poids. Ces quotas peuvent être réajustés d'année en année, de manière à réduire l'impact sur l'ensemble des ours. Les chercheurs slovènes ont également équipé plusieurs ours d'émetteurs GPS afin de mieux les pister et comprendre leur comportement. Et ainsi, mieux prévenir les conflits avec les humains. Ces colliers munis d'un GPS enregistrent la position des ours à la fréquence que nous désirons, en général toutes les heures. Leurs positions sont représentées par les petits points que vous voyez ici sur la carte. Nous obtenons également des données sur leurs activités. Quelques ours sont même équipés de petites caméras. Les vidéos enregistrées permettent aux chercheurs de savoir pourquoi certains d'entre eux recherchent la proximité avec les humains. Ici, par exemple, nous avons posé un émetteur GPS sur un ours qui causait beaucoup de dégâts dans le centre de la Slovénie. Nous avons augmenté la fréquence des relevés pour avoir des données sur sa position toutes les 30 minutes. On remarque qu'il a nettement tendance à s'aventurer près des villages. Les poubelles accessibles sont une des explications. Les ours sont des animaux opportunistes. Ils apprennent rapidement à trouver la nourriture là où elle se trouve dans les villages et sont donc de moins en moins effarouchés par les humains, ce qui peut provoquer de dangereux conflits. Les autorités slovènes ont mis en place des poubelles anti-ours. Grâce à un loquet, impossible pour eux d'y accéder. Depuis cette installation, les habitants n'ont quasiment plus vu aucun ours dans leur village. Ce projet de poubelle s'inscrit dans le cadre d'une campagne de l'Union européenne pour améliorer la cohabitation entre les humains et les ours. Avant, nous avions ici des poubelles plus grandes, accessibles pour les ours. Certaines années, il y avait en permanence des déchets qu'ils jetaient sur la route.
Il fallait tout nettoyer, au moins 2 ou 3 fois par semaine. À l'arrière de la poubelle, il y a un bloc en béton. Il est très lourd, sans être difficile à soulever pour un humain. Ça se fait presque tout seul. Ensuite, on ouvre, on jette ses déchets, on referme la poubelle, et le tour est joué. Une autre mesure destinée à éloigner les ours des villages consiste à les nourrir directement dans les forêts. Cette méthode est également appliquée en Roumanie et en Slovaquie. Mais elle n'a pas que des effets positifs, car elle incite les ours à attendre que la nourriture leur tombe du ciel et ils ne font plus l'effort d'aller la chercher. Les ours deviennent paresseux. Les mâles parcourent des distances beaucoup plus réduites partout où ce dispositif est utilisé. Ils s'accouplent par conséquent plus souvent avec les mêmes partenaires, ce qui a un impact sur la diversité génétique. Par ailleurs, de nombreux ours monopolisent certains distributeurs, que les femelles évitent alors pour ne pas mettre en danger leurs petits. En effet, les mâles ont tendance à vouloir attaquer les oursons pour s'accoupler avec leur mère. L'hibernation est aussi affectée par ce mode d'alimentation. Des études ont prouvé qu'elle durait 2 fois moins longtemps parce que les animaux trouvaient de la nourriture en abondance, même en hiver. L'instinct des ours est ainsi mis à mal. Alimenter un animal de la sorte est la première étape vers la domestication de l'espèce. Les ours ne jouent alors plus leur rôle dans l'écosystème. Ils ne disséminent plus les graines des plantes, se déplacent moins et parfois n'hibernent même plus. Certes, l'espèce est toujours là, mais les ours ne se comportent plus comme ils le devraient. Est-il vraiment pertinent de redonner un territoire aux ours dans une Europe aussi densément peuplée? Les scientifiques sont optimistes. Selon eux, 380 000 km² du continent sont inhabités et potentiellement adaptés pour offrir à l'ours un nouvel habitat. Mais pas sûr que les intéressés voient les choses de cette manière. Pour les ours, l'Europe est avant tout un espace parsemé de barrières. Sur cette carte, les points violets correspondent aux données GPS d'un ours slovène. En rouge, nous avons une autoroute. En jaune, une route de campagne. Et les points noirs représentent une voie ferrée. Tous ces obstacles sont infranchissables pour l'ours. Des scientifiques de l'Université de Leipzig ont calculé qu'un quart de la superficie totale de l'Union européenne se trouvait à moins de 500 mètres d'une route. Et presque partout sur le continent, la route la plus proche se trouve au maximum à 9 km. Ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une vaste étendue sauvage. Pour prévenir les accidents, les autorités slovènes ont d'ores et déjà installé des clôtures électriques le long des tronçons à risque. Mais les autoroutes limitent aussi les déplacements des ours et donc leur reproduction. Ce tronçon autoroutier est identifié comme particulièrement dangereux. Plusieurs accidents se sont déjà produits ici parce que des ours voulaient traverser la voie. La circulation routière est l'une des principales causes de mortalité chez les ursidés. Et les risques sont tout aussi élevés chez les humains. Depuis l'installation de cette clôture, nous n'avons eu aucun accident impliquant des ours à cet endroit. On envisage ici à long terme la construction d'écoducs. Ces passerelles permettent aux espèces animales de traverser les voies en toute sécurité. Mais les innombrables routes et autoroutes d'Europe ne peuvent pas toutes être sécurisées. Il est donc très important d'adopter un comportement responsable à l'égard des animaux. Cet ourson d'à peine 2 ans
n'est plus du tout effrayé par les humains. Mais son assurance pourrait lui coûter la vie et provoquer des accidents. Il rôde aux abords de cette route dans l'espoir qu'on lui donne à manger. Nourrir les animaux a des conséquences fâcheuses. Cela revient à faire passer aux ours le message que la proximité des humains est synonyme de nourriture. Lorsque les automobilistes leur donnent à manger, les ours s'y habituent et ne cherchent plus de nourriture par eux-mêmes. Ce sont des animaux opportunistes qui saisissent la moindre occasion qui se présente. Du coup, ils sont complètement conditionnés et attendent qu'on les serve le long des routes. Ils se familiarisent avec les humains et vont jusqu'à rechercher leur présence. Il arrive parfois qu'ils se fassent percuter par une voiture ou qu'ils attaquent les gens. Quand ça arrive, on doit les éloigner. Ce petit ourson âgé d'à peine quelques mois a vraisemblablement perdu sa mère. Elle a peut-être été victime d'un braconnier, d'un accident de la route ou le défrichement de la forêt lui a fait quitter la région. Livré à lui-même, l'ourson rencontre une maman accompagnée de ses 3 petits. Cette situation est potentiellement dangereuse car l'adoption est une pratique très rare chez les ours. Leur instinct de survie est tel que les orphelins sont considérés comme des concurrents. Cette femelle a une priorité, sa progéniture. Voilà pourquoi les mères ours attaquent généralement les petits qui ne sont pas les leurs. Cette famille a l'air détendue et enjouée. Pourtant, la mère a flairé le jeune orphelin depuis un moment. D'instinct, l'ourson sait qu'il est en danger. Il décide alors de prendre ses jambes à son cou. Seul, il n'a pratiquement aucune chance de survie. Heureusement pour lui, la maman ours finit par lever le camp. Le danger est maintenant écarté. L'ourson a sauvé sa peau grâce à ses talents de grimpeur. Dans le comté de Harghita, au nord de la Roumanie, les oursons abandonnés sont recueillis dans un orphelinat. Cette initiative unique en Europe couvre une vingtaine d'hectares. Fondé en 2004 par Leonardo Berecki, le centre accueille plus d'une centaine d'oursons. Là, ils sont élevés avant d'être relâchés dans la nature. En fonction de leur état de santé, les petits sont nourris au biberon pendant leur premier jour au centre. Le personnel de l'orphelinat veille en revanche à ce que les oursons ne s'habituent pas trop à la présence humaine. Dans notre centre, les oursons peuvent développer l'instinct dont ils auront besoin plus tard pour survivre dans la nature. Ce n'est pas leur mère qui le leur transmet. Ils n'ont besoin de personne pour apprendre tout ce qui sera nécessaire à leur survie. Leur premier instinct de survie est de grimper aux arbres. Les ours régulent leur propre population en s'attaquant entre eux. Ce qui veut dire que les grands ours tuent les petits ours.
C'est un phénomène naturel. Et les oursons le savent instinctivement. Ils détalent dès qu'un animal plus grand approche. Ces comportements que nous avons observés nous aident à réadapter les petits à leur habitat naturel. Ailleurs dans le monde, on a aussi voulu élever en captivité des oursons et les relâcher dans la nature. Des tentatives souvent soldées par un échec. Leonardo Berecki nourrit les oursons à l'aide de drones. À l'exception de leur première journée au centre, les petits n'auront aucun contact avec les humains. Les orphelins sont répartis dans différents enclos et passent en général 2 ans ici avant d'être assez grands pour se débrouiller tout seuls dans la nature. Le parc national des Abruzzes est un lieu paradisiaque, à seulement 2 heures de Rome. Cette réserve est un modèle de cohabitation entre les ours et les humains. Les Abruzzes sont l'habitat d'origine de l'ours marsicain, une sous-espèce de l'ours brun. Ils sont estimés à une 50aine d'individus, vivant complètement isolés des autres populations d'ours européens. 10 000 personnes habitent dans ce parc national, auquel s'ajoutent 2 millions de touristes pendant la période estivale. Ici, les éleveurs protègent leurs troupeaux grâce à des clôtures électriques et des chiens de berger. Les autorités ont également mis à disposition des habitants une centaine de poulaillers équipés contre les ours. Paolo Ciucci dirige un projet de recherche sur l'ours brun marsicain. Il veut savoir comment une aussi petite population a réussi à survivre malgré la proximité de l'homme. Le problème est que cette population a longtemps été isolée des autres ours bruns d'Europe. On pensait que c'était le cas depuis 400 ou 600 ans. Mais d'après les données génétiques, nous savons maintenant que l'isolement de l'ours marsicain dure depuis plus de 4000 ans. Et bien sûr, une population aussi réduite aura forcément des problèmes pour survivre à long terme si elle reste isolée. Les biologistes du parc sont face au défi d'empêcher l'extinction de l'ours marsicain. En analysant des échantillons de poils et d'excréments, mais aussi en installant des caméras de surveillance, les chercheurs évaluent la taille de cette population d'ours bruns. À quel point est-elle vraiment menacée et comment la protéger? Avant toute chose, les biologistes doivent parfaitement connaître l'habitat naturel de l'ours. Une fois de plus, les données GPS vont les aider. Grâce au GPS, nous savons exactement quel est l'habitat naturel de l'ours marsicain et nous connaissons ses lieux d'hibernation. Nous savons quand les femelles s'accouplent et quels individus causent des dégâts. Quand un ours meurt, nous pouvons rapidement retrouver le cadavre et déduire la cause du décès. 2019 était un bon cru pour les ours marsicains. 9 femelles ont donné naissance à 16 petits. Hélas, en général, seule la moitié des oursons survivent en raison des attaques de mâles, des maladies et des accidents de la route. En 2017, les biologistes du parc ont libéré cet ours d'un piège tendu par des braconniers. Les vétérinaires ont réussi à le sauver. Mais les braconniers et les automobilistes ne sont pas les seuls dangers que doivent affronter les ours bruns. Plus le nombre d'individus d'une espèce diminue, plus le risque d'extinction est élevé. L'homogénéité génétique est une des menaces qui planent au-dessus des ours des Abruzzes, car c'est justement de diversité génétique dont ils ont besoin pour survivre dans un environnement en constante évolution. Les ours dits à problème
sont isolés dans le petit zoo du parc national. Dans la nature, l'espérance de vie d'un ours avoisine les 6 ans. Mais certains individus, comme celui-ci, peuvent atteindre une trentaine d'années. Une chose est sûre, l'ours marsicain des Abruzzes a survécu grâce à son étonnante capacité d'adaptation. Cette sous-espèce est étonnamment différente des autres ours bruns d'Europe. Depuis très longtemps, elle vit dans l'Apennin central, complètement isolée de ses congénères. Ces ours n'ont jamais eu le moindre comportement agressif envers les humains. Et nous savons désormais pourquoi. D'après nos recherches, la consanguinité et la trop grande homogénéité génétique ont altéré leur caractère. Les gènes qui conditionnent l'agressivité, en général à l'égard des proies, mais aussi des humains, ont disparu. En quelque sorte, on peut dire que l'ours marsicain s'est adapté génétiquement pour survivre dans une région densément peuplée. Les ours des Abruzzes ont survécu en s'adaptant à l'homme, assurant ainsi leur protection. Dans les Pyrénées, en revanche, le plus grand prédateur d'Europe se heurte à la résistance de la plupart des éleveurs. À l'automne 2019, le gouvernement français annonce l'arrêt de toute nouvelle réintroduction d'ours sur ce territoire. Doit-on donner raison à ceux qui affirment que l'ours n'a plus sa place sur le vieux continent? Notre prétention à être au-dessus, en quelque sorte, des non-humains par notre maîtrise technique et pratique de nos environnements, c'est peut-être finalement un peu une illusion. Est-ce qu'on est capable de dépasser cela et de décider à un moment d'avoir des stratégies de développement qui laissent vivre aussi les non-humains, nos voisins, nos colocataires, si je puis dire, de cette planète? C'est bien en considérant cette altérité que peut-être nous sommes enfin un peu particuliers et un peu humains. Il existe une lueur d'espoir pour protéger les ours bruns. Encore faut-il être prêt à partager notre habitat avec la faune et la flore, dont la survie dépend du bon vouloir de l'humanité.